Vive l'infidélité! Oui, c'est le troisième épisode autour de l'histoire entre le prince charmant et Blanche-Neige. C'est le moins intéressant pour l'instant, je trouve. Le plus faible pour moi. Bon, bref, on est à 2 jours du mariage entre le prince charmant et Abigail. Donc, bon, c'est donc après la rencontre entre David et Blanche-Neige, et ils ne peuvent pas se sortir de la tête l'un de l'autre. Le prince charmant, malgré le fait que c'est son devoir, que le fait d'épouser Abigail va apporter pas mal de bien au royaume, etc., et c'est pour le plus grand bien, tiens, vraiment, ne peut pas se sauter Blanche-Neige de la tête. Alors, on sent une petite vibe Mulan 2, une légère vibe Mulan 2, dans le sens où, ouais, quoi, c'est vachement important, ça permettra d'unifier les pays, d'éviter les conflits et d'apporter la prospérité dans le royaume, mais j'aime une autre fille, bon sang. Ouais, c'est le truc qui m'avait gavé dans Mulan 2. La mine de rien, c'est quand même mieux amené parce que la romance entre le prince charmant et Blanche-Neige est quand même mieux amenée, donc ça me dérange pas autant, mais il y a quand même ça à prendre en compte, hein. C'est pas rien du tout, quoi. Le mec pense vraiment à son cœur avant de penser à tout ce qui se passerait s'il refusait de faire ça. Sachant que je rappelle quand même que le roi a menacé de s'en prendre à sa mère et à sa ferme. À sa mère surtout, donc c'est pas à moins qu'il ait appris qu'il ait appris qu'elle est morte à un moment donné. Peut-être qu'on apprendra ça dans un futur épisode et que ça n'a plus d'importance pour lui de faire ça pour sauver sa mère et la ferme de sa mère. À ce moment-là, je pourrais un peu mieux comprendre, mais là tel quel, ouais, je trouve ça un peu bizarre ce choix de cette espèce d'envie irrépressible de tout laisser tomber. Quoi qu'il en soit, donc, il envoie une lettre par pigeon à Blanche-Neige en lui disant que oui, il a besoin de la voir et donc qu'elle vienne pour prouver qu'elle pense encore à lui elle aussi et si elle vient il abandonnera Abigail et s'enfuira avec lui. Alors Blanche-Neige qui elle aussi est amoureuse de lui et s'y jette, elle fonce, mais malheureusement ça se passe pas aussi bien parce que juste avant de le recroiser, elle se fait arrêter par les gardes. Et en prison, c'est là qu'elle tombe sur Grincheux. Je n'ai pas un super souvenir, mais il me semble que les nains étaient plus petits que ça dans l'épisode pilote. Là vraiment, ils sont juste un tout petit peu plus petits que la moyenne. Pour moi, c'est même pas des personnes de petite taille, c'est juste des gens petits en fait. C'est des gens qui font 1,55 m quoi. Je veux dire, c'est. Ouais, quoi, y a rien de sensationnel. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Ils pouvaient pas essayer de faire en sorte qu'ils se déplacent sur leurs genoux, ou alors ils se déplacent déjà sur leurs genoux, ils sont déjà très grands à la base, j'en sais rien. C'est pas gravissime, c'est pas gravissime. Donc ouais, ils forment assez vite un lien, un peu trop vite, je trouve. Ils sont libérés par un huitième nain qui s'appelle Steffi Furtif. Il se nomme Furtif, Furtif, Furtif le huitième nain, qui finit par crever vite. Et oui, il se fait vite tuer alors qu'il s'échappe. Et, euh, et Blanche-Neige décide de se rendre pour sauver la vie de Grincheux, sinon il allait se faire tuer lui aussi. Et, et donc le roi à ce moment-là qu'il a sous la main, qui est donc un sale con, hein, ça n'a pas changé là par rapport à l'épisode 6, décide de la forcer à dire au prince charmant qu'elle ne l'aime pas et qu'il doit avancer dans la vie pour pouvoir faire en sorte qu'il la sorte de sa tête. Et si elle refuse, elle le tuera. Il tuera le prince, il le fera passer pour un martyr. Donc oui, pour éviter ça, Blanche-Neige se plie à cette exigence et part. Elle retrouve les nains et apparemment un peu trop vite, je trouve ça un peu trop expédié. Il lui propose de vivre avec eux pour qu'il s'occupe d'elle et elle accepte comme ça. Je trouve que le lien établi avec les nains est un peu trop rapide. Ça aurait pu être pas mal s'ils avaient davantage appuyé les scènes, s'ils avaient développé un peu plus, mais là je sais pas, j'ai pas été trop
Ça m'a pas trop agrippé là-dedans, j'ai pas trouvé ça ultra méga crédible que tout d'un coup, ah oui, les sept nains veulent l'accueillir chez eux et elle dit oh, d'accord. Et ça aurait pu être mieux fait, mieux mis en scène, je trouve. Mais malgré ce que Blanche-Neige lui a dit, comme quoi il fallait qu'il l'oublie, il ne l'a pas oublié, il a décidé malgré tout de s'enfuir du mariage, de ne pas se marier et de partir à sa recherche. Et voilà, donc ça laisse présager quoi, qu'ils vont bientôt se retrouver et que tout va aller mieux. Je ne sais comment, parce que je ne sais pas comment ils vont faire en sorte que le prince reste prince et garde ses pouvoirs. À nouveau, je suis certain que ce sera expliqué par la suite. Oh, attendez! Aurais-je omis un petit détail? Oui, c'est vrai. Alors, il y a un petit truc à savoir, c'est que Blanche-Neige, au début de l'épisode, a envie d'oublier le prince, et c'est pour ça que, grâce au petit chaperon rouge qui était bien Ruby, j'avais vu ça, c'était pas très compliqué à voir, elle apprend pour Rumpelstiltskin, il faut toujours que ce soit Rumpelstiltskin. Pour les enchantements, il n'y a personne d'autre apparemment, c'est le seul. Donc elle va auprès de Rumpelstiltskin pour avoir une potion pour oublier ça. Le paiement, c'est une de ses mèches de cheveux. Ok, est-ce que ça va aller quelque part? Je ne sais pas. Ça me. Est-ce qu'il va utiliser sa mèche de cheveux pour une quelconque raison dans la suite? Ça me paraît bizarre. C'est le même genre de truc qui me fait dire, ok, c'est un petit peu comme pour l'épisode autour de Jiminy Cricket. Je veux dire, c'est super tragique ce qui lui arrive, mais dans l'absolu, l'enchantement qu'il a eu, il n'était pas obligé de l'avoir de Rumpelstiltskin par rapport à ce qui se fait, quoi. Mais bon, ok, ok, d'accord, hein, Rumpelstiltskin lui donne une potion qui lui permettra d'oublier l'être aimé. Et étant donné qu'elle a le cœur brisé à la fin, elle la boit et elle l'a oublié. Voilà, donc c'est le petit, cliffhanger parmi tous les petits cliffhangers qu'on a à la fin, c'est-à-dire, ah, maintenant elle l'a oublié. Il part à fond à sa recherche, mais il l'a oublié, oh, tragédie, etc. Même si on sait qu'ils vont finir ensemble et qu'ils vont être amoureux et tout, donc ouais, vous m'excuserez de ne pas être. Oh mon dieu! Mais bon, je trouve que. J'ai pas trouvé ça très indispensable, cette histoire de filtre, d'oubli. Peut-être qu'ils en tireront quelque chose, peut-être que le moment il se retrouvera et qu'elle se souviendra de l'amour fort qu'ils ont vécu ou je ne sais quoi. Ça va être très beau, mais bah, sur le coup, ça m'a paru un peu inutile. Voilà. Et puis à nouveau, hein, si vraiment ils arrivent à faire quelque chose avec la mèche de cheveux que Rumpelstiltskin lui a pris, je suis impatient de voir ça. Enfin bon, comme je l'ai dit, c'est le segment le plus faible autour du Prince Charmant et de Blanche-Neige pour moi. Je suis surtout par rapport à la fin. La fin est trop rapide. Il y a des trucs qui s'enchaînent trop vite. La relation entre Blanche-Neige et les nains, le Prince Charmant qui retourne sa veste comme ça, etc., etc. Je trouve ça très dommageable parce que c'est des choses qui auraient mérité d'être plus développées. Et étant donné ce qui se passe dans le segment, dans notre réalité, on aurait encore pu passer plus de temps sur ce segment du flashback que sur ça. D'ailleurs, puisqu'on parle des segments de notre réalité, Mademoiselle Blanchard, qui s'appelle Marie, je sais plus quoi, Marie Marguerite, je crois. J'ai énormément de mal à me souvenir de son vrai prénom, de son prénom dans notre réalité. On va dire, je vais l'appeler Marie tout court. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Donc Marie continue d'avoir des sentiments pour David. Donc apparemment cette histoire avec le docteur Wells, ça n'est allé nulle part. Ok, un peu dommage je trouve qu'ils n'en aient pas fait plus que ça. Ça sent le truc. Et ça sent le truc dans l'épisode 6, ils se sont dit ouais on va peut-être en faire quelque chose, mais au final non. Donc oui, elle continue de le voir un peu en secret enfin en secret, c'est-à-dire elle se rend au café où il se rend d'habitude à la même heure, juste pour pouvoir le voir quelques minutes et profiter de sa présence, parce que oui, elle n'arrive pas à le sortir de sa tête, c'est assez tragique. Et donc oui, Emma lui conseille de l'oublier, d'autant plus que
par un étonnant hasard, elle croise Catherine, la femme de David, et apprend qu'elle passe un test de grossesse. Donc elle se doute qu'il y a un truc qui se passe, que c'est allé un cran au-dessus entre eux. Malgré tout, elle tombe sur un oiseau qui a été piégé et d'après une... Je sais pas si ça existe vraiment ce genre d'oiseau, c'est un espèce d'oiseau migrateur très particulier qui ne peut rejoindre les siens qu'à un moment donné. Et s'il les rejoint pas, et s'il se retrouve au bout d'un certain temps, il finira par vivre seul, il sera malheureux toute sa vie. Donc oui, parallèle vachement pas subtil avec, avec Blanche-Neige, enfin avec Marie. Bien, donc Marie donc, elle décide de tout faire pour l'aider à rejoindre les siens, même s'il y a une tempête qui se profile dans la ville, et elle finit par être rejointe par David qui s'inquiète pour elle, puisque bon, David s'occupe du refuge pour animaux, c'est pour ça qu'il est au courant. Je tiens à le préciser, il travaille dans le refuge pour animaux, c'est pour ça qu'il sait. Et donc, oui, ils sont un peu forcés de se retrouver seuls durant la tempête. Et c'est là que... Oh punaise, cette partie-là j'ai trouvé stupide aussi. Alors donc, c'était là qu'elle finit par lui avouer que tous les matins à 7h15, elle venait au café juste pour pouvoir le voir un instant. Et lui, il lui répond... Et c'est drôle parce que moi aussi, si je viens au café tous les matins à 7h15, c'est pour pouvoir te voir. Ça n'a aucun sens! Je suis désolé, ça n'a aucun sens. Tu peux pas... Il y a un moment donné, il faut bien qu'il y en ait un des deux qui a pris pour habitude d'aller au café pour une autre raison que d'aller voir la personne, pour que la deuxième personne se dise « Ah tiens, je vais aller dans cet endroit au moment précis où il y va, quoi. » Je veux dire, vous pouvez pas... Ça peut pas marcher d'un point de vue logique, ça. Vous pouvez pas vous dire « Ah tiens, cette personne va dans tel endroit régulièrement. J'y vais dans les deux sens. » Parce qu'il faut bien qu'il y en ait une qui vienne à l'endroit régulièrement sans penser à la personne de départ. Ça veut rien dire pour moi. C'est un détail à la con, mais voilà, ça n'a aucun sens logique. Ça n'a aucun sens logique. Enfin bon, ils finissent par commencer à se rapprocher, mais Marie se souvient que Catherine passe un test de grossesse et disent non, on peut pas faire ça. Et oui, ils se retrouvent à nouveau malheureux à pas pouvoir être ensemble. Et David dit « Allez, je vais vraiment faire des efforts pour être avec Catherine et éviter de venir au café à 7h15 par rapport à ça, même en apprenant que Catherine a en fait pensé qu'elle était enceinte, mais finalement non. » Mais au final, même s'ils ont décidé tous deux d'arrêter de venir à 7h15, ils y vont à 7h45 tous les deux, là, par le plus grand des hasards, ils se disent que c'est le destin et qu'ils doivent être ensemble, etc. Et ça se termine sur eux qui s'embrassent et Regina qui les observe en étant pas contente. Voilà, je vais pas dire que c'est un mauvais épisode parce que c'en est pas un, vraiment. Vraiment, il y a pas mal de bons trucs que j'ai aimé là-dedans. Et même si j'ai trouvé ça assez forcé, la façon dont a évolué le couple, même dans le flashback, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal, cette espèce de façon de dire, ok, malgré tout ce qui s'est passé, ils peuvent pas s'empêcher de penser à l'un à l'autre, etc. Il y a un côté tragique. Et même si c'était pas suffisamment bien développé, je trouve que c'était pas, ça passait l'introduction des 7 nains. Je trouve que ça aurait pu être mieux fait, mieux développé à énormément de points. La fin est beaucoup trop rapide. La fin est beaucoup trop rapide, que ce soit l'attachement envers les nains, le prince qui décide comme ça de partir, de fuir son mariage, Blanche-Neige qui décide de tout oublier, dans notre monde, le fait qu'ils décident de plus être ensemble, mais en fait si, et puis ils s'embrassent, etc. Ça aurait pu être moins rapide, mieux développé que ça, et ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste que je vous dis, ouais, c'est quand même censé être une des intrigues centrales de votre première saison, ça j'ai l'impression, quoi. La relation entre Blanche-Neige et le prince charmant, le fait qu'ils se retrouvent, etc., etc. Vous avez bien géré ça, je trouve, dans les épisodes 3 et 6. Quand vous avez montré qu'il y avait toujours quelque chose qui se mettait en travers de leur chemin et que c'est pas pour tout de suite. Là, je trouve que
Bah, je trouve que ça aurait pu être davantage étendu. Là c'est bon quoi, ils sont ensemble. Alors à moins qu'ils nous refassent un nouveau revirement qui le fera revenir vers Catherine, qui me surprendrait beaucoup parce que la fin leur laisse clairement présager que là ils vont vraiment essayer d'être ensemble, tous ces deux-là, Marie et David. Donc ouais, pas. C'est un développement sur lequel je ne crache pas, mais trop rapide. Voilà, trop rapide pour moi. Sinon, mine de rien, les petits détails qui m'ont plu dans cette histoire, c'est déjà l'intervention du petit chaperon rouge. Apparemment, elle et Blanche-Neige se sont rencontrées avant et elle lui a fait une faveur. Blanche-Neige, elle l'a aidé pour une chose et j'attends de voir le flashback qui explique pourquoi. Il y a aussi le faux mystère autour du nouvel arrivant. Donc ouais, alors il a parlé un peu trop près à Henri à un moment donné et Regina croit que c'est parce qu'il s'intéresse à Henri alors qu'en fait c'était juste une coïncidence apparemment. Et donc elle demande à Emma d'enquêter sur lui. Elle enquête sur lui et suite à un échange assez drôle sur une espèce de mallette qui porte et qui a l'air mystérieuse, qu'est-ce qu'elle contient. Il nous fait tout un délire. Ah, pendant des jours et des jours, vous allez vous demander ce qui va se passer ce qu'il y a dans cette mallette, et j'irai dans des endroits mystérieux et le mystère grossira, et votre curiosité n'arrêtera pas de grandir, etc. Sauf si vous me acceptez que je vous paye un verre. À ce moment-là, je vous dis ça tout de suite. J'adore le truc. Il faut que la petite musique de suspense là-dessus, là, c'est histoire de dire, ouais, ça va être un grand mystère, alors que non, en fait, il ouvre et il voit en fait que c'est un mince. Merde. Comment on appelle ça? Un appareil pour écrire. Une machine à écrire. Ouais, c'était très difficile. Donc, il garde un peu le mystère sur lui. Apparemment, c'est quelqu'un qui reste dans le coin pour pouvoir écrire parce qu'il trouve qu'il y a des histoires intéressantes. Et il a l'air de connaître un peu Storybrooke, donc mystère autour du personnage. Pas mal, pas mal. Donc, oui, j'ai bien aimé ce petit. Cette espèce de petit discours qui dure 30 secondes. Ah mon dieu, mystère. Je suis sûr que c'était un peu pour se moquer gentiment de Lost. Avec la saison 1, il y avait toute une histoire autour de la trappe. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette trappe, etc. Et ils n'arrêtaient pas de construire le suspense. Là, ils s'en moquaient un petit peu. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans dans cette mallette? Ouh, eh ben, on le sait. Voilà, c'est une machine à écrire. Voilà, c'est des petits détails qui ont réussi à me faire apprécier un peu plus l'épisode. C'est clairement pas un des meilleurs, mais à nouveau, j'ai toujours pas vu un seul épisode qui me déplaisait. Voilà, à bientôt pour l'épisode suivant. Ciao!